Voilà donc 2 jours que les combats se poursuivent à Minova, dans l'est de la RDC, entre l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Hier, dans un communiqué, l'armée congolaise confirmait une percée des rebelles dans le sud Kivu, ce qui a conduit à un déplacement massif de la population vers Goma. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, on compte au moins 237 000 déplacés depuis début janvier. Le HCR se dit alarmé par l'aggravation de la violence et de cette situation en RDC. On en parle avec Patrick Mouyaya. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ministre de la Communication de la RDC, porte-parole du gouvernement. Alors, après le Nord Kivu, c'est désormais le Sud Kivu qui subit l'avancée des rebelles. La guerre semble désormais totale dans l'Est de la RDC. C'est un échec de votre stratégie militaire? Je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que c'est l'armée rwandaise. Il est établi encore par les derniers rapports du groupe d'experts qui a plus de 3 000, 4 000, et d'ailleurs nos services documentent un peu plus des opérations régulières menées par l'armée rwandaise. Le M23 n'existe pas, c'est un groupe de pantins qui est utilisé comme par avant. Je pense que c'est très important de mentionner cette nuance. Alors vous parlez de l'armée rwandaise, mais c'est elle qui opère. Est-ce que vous avez confiance en vos troupes sur le terrain? Mais bien sûr que d'abord il faudrait me donner l'occasion de saluer la résistance, la résilience de nos populations qui disent non aux agresseurs, qui malheureusement utilisent à la fois des pillages, des intimidations, des ciblages sur les jeunes patriotes wazalendo que vous avez mentionné tout à l'heure, qui sont systématiquement ciblés, parce que la stratégie, dès qu'ils font une avancée, c'est d'assurer, d'étouffer toutes les initiatives locales qu'ils trouvent en termes de résistance. Donc ils procèdent à des assassinats ciblés des jeunes, parce que les jeunes ont décidé de défendre la patrie. Pour le reste, il faut considérer que nous sommes dans une dynamique de guerre. Et il y a quelques jours, nous avions l'ascendant. Et puis, il y a quelques jours, la situation est celle qu'elle est. Et ici, il faut revenir pour dire qu'il y a une détermination claire au niveau du président de la République, du gouvernement, que de nos militaires. D'ailleurs, je profite pour saluer leur vaillance, leur ferveur pour assurer la défense de l'intégrité territoriale. Et nous sommes engagés à cela. On se dérobera point. C'est de notre devoir. Mais la montée, justement, d'essai que fait l'armée rwandaise, c'est juste une stratégie pour nous contraindre de discuter avec les pantins du M23 qui en réalité n'ont aucun agenda, parce que on a évité justement la paix que tout le monde a souhaité dans les cas du processus de Luanda. Mais justement, pourquoi cet échec? Comment vous expliquez cet échec? Écoutez, il faut poser la question. Il faut poser la question au président rwandais, parce que c'est dans ces cadres-là que tout avait été convenu, y compris à travers le processus de Nairobi porté par le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, où les discussions devraient se faire avec les groupes armés, y compris pour régler le problème du M23. Mais la question ici, c'est que c'est une guerre de pillage et que les aventures qui continuent du président rwandais, c'est de s'assurer de garder la main sur les ressources. Quand la délégation rwandaise souhaite désormais un dialogue direct entre Kinshasa et le M23, pourquoi refuser cela? Mais d'abord, cela n'était pas prévu. Cela n'a jamais été prévu dans le cadre des discussions. C'est ce qu'il demande aujourd'hui. Oui, mais c'était dilatoire. Parce que le président Félix Tshisekedi avait déclaré le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. C'est évident que ce dialogue n'aura pas lieu. Mais sans dialogue, comment y arriver? Laissez-moi vous reprendre, madame. Oui. La question, ce n'est pas comment y arriver. La question, c'est qu'il y a un plan autour du médiateur angolais, João Lorenzo, où les partis ont convenu, les partis en conflit, ça veut dire le gouvernement rwandais et notre gouvernement, on a convenu autour d'un plan où on devait faire d'une part la neutralisation et les retraits de ce qu'ils appellent mesures de défense. En réalité, c'est leurs militaires et leurs dispositifs militaires implantés en République démocratique du Congo. Ce soir, au moment où je vous parle, à cause des effets de brouillage qu'ils utilisent, les avions, y compris humanitaires, sont complètement perturbés dans la région. Et donc, il fallait signer l'acte de décès du pantin qu'on appelle M23 autour du médiateur de Luanda. Le président du Rwanda a choisi de ne pas venir parce que simplement, il veut continuer son aventure. Pourquoi nous, on va discuter avec de pantins terroristes qui en réalité n'ont aucun agenda? Tous ceux qui se retrouvent autour de la constellation M23 n'ont pas d'agenda en dehors de l'agenda du Rwanda. Et ici, nous sommes dans une dynamique, madame, où nous voulons finir avec cette répétitivité de crise que nous connaissons depuis 30 ans. Justement, vous dites la faute au Rwanda, c'est l'argumentaire qu'on entend régulièrement. Mais vous avez lu les groupes d'experts. Vous avez lu le groupe d'experts. À un moment donné, il va falloir... indépendant de Nations Unies. Au-delà
au-delà des groupes d'experts, à un moment donné, il va falloir mettre fin à cette guerre. Mais évidemment, nous y mettrons fin. Parce que ce sont des populations qui sont sacrifiées, qui continuent de fuir. Et c'est pourquoi il est important que la communauté internationale qui se mobilise, et nous apprécions la mobilisation pour nous appuyer dans la gestion des populations déplacées d'une part, mais nous saluons aussi les condamnations répétitives du Rwanda. Mais aujourd'hui, il y a un besoin d'aller de manière un peu plus ferme. Le Conseil de sécurité devrait se saisir du sujet pour sanctionner le Rwanda, prendre des mesures de coercition pour permettre à la fois de débloquer le processus de Luanda, qui est un processus porté par la communauté internationale. Ce serait pas, si c'est un échec, ce serait pas l'échec de la médiation, mais ce serait l'échec de la communauté internationale, parce que toute la communauté internationale s'est appuyée sur cette médiation mise en place par l'Union africaine. Alors, vous parlez du Rwanda. D'une part, mais d'autre part, il y a un besoin aujourd'hui pour nous, et c'est ça la meilleure des solutions, c'est de nous assurer que nous restaurons la sécurité, que nos populations retournent dans leur zone d'origine. Ce sera la manière la plus solide. Alors justement, en parlant de sécurité, vous parlez de... En même temps, oui, vous allez continuer sur la question, mais je dois relever ici et dénoncer l'épuration ethnique en cours, parce que chaque fois que la population se déplace, les gouvernements rwandais s'assurent de ramener des populations de je ne sais où et de procéder à des nominations des autorités coutumières. Alors, ça, c'est des choses qui sont Amnesty International dit que l'armée congolaise et son ennemi du M23, soutenu par le Rwanda, ont tous deux eu recours aux armes explosives dans les zones peuplées de l'Est de la RDC de manière accrue lors du premier semestre de 2024. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, nous sommes dans une posture de défense. Il y a eu au mois d'avril dernier, des bombes qui sont tombées dans des camps des déplacés. Ça continue d'ailleurs, parce que l'idée derrière, c'est pas pour rien qu'on appelle le pantin rwandais du M23 mouvement terroriste. L'idée, c'est de s'aimer la terreur en plein milieu de nos populations. Et notre armée est dans une posture, d'abord, de défense de l'intégrité territoriale, et c'est dans ces cadres-là que nous entreprenons. Ici, le coupable, c'est le Rwanda qui amène ses troupes, ses matériels sur un territoire qui n'est pas le sien, et c'est reconnu mondialement. Et aujourd'hui, au nom du respect du droit international, la communauté internationale est appelée à agir de manière plus efficace. Quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés autour du président de la République, de notre armée et de notre population résistante et résiliente qui se mobilisera davantage pour nous assurer que nous avons protégé chaque centimètre de notre territoire. Monsieur le ministre, il y a ce tweet qui interroge, celui du ministre de la Justice congolais, Constant Mutamba. Tout acteur politique de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, entre parenthèses, peine de mort. La liberté d'informer est un crime désormais en RDC? Non, d'abord, avant qu'on y arrive, il faut regarder les contextes dans lesquels nous évoluons. Nous évoluons dans un contexte où le Rwanda est l'empire du mensonge, avec des déversements de milliers de tweets quotidiens. Est-ce que nous, on appelle maintenant le poison rwandais? Vous savez, c'est que font les effets de la désinformation, de la manipulation. Mais parfois, il y a des journalistes congolais qui relatent les faits uniquement, les avancées des J'en arrive, madame, vous savez que moi-même, j'ai un background en journalisme. Je vous explique d'abord le contexte pour que cela soit bien clair. Ensuite, lorsque vous faites face à cette vague de guerre informationnelle avec de fausses nouvelles qui sont déversées par milliers à renfort de trolls, parce que c'est le poison rwandais qu'on veut distiller de cette manière pour s'aimer la zizanie au sein de la population, nous avons, nous, les besoins, les devoirs d'agir. Je veux vous parler du cas de Al Jazeera, par exemple. J'ai décidé, avec mes équipes, de retirer les accréditations accordées à Al Jazeera, tout simplement parce que ils ont fait l'apologie du terrorisme. Comment expliquez-vous qu'un média international qui a des équipes accréditées en République démocratique du Congo choisisse une militante reconnue, dont je ne citerai pas le nom, comme militante pro-rwandaise pour aller faire une interview sur les territoires de la République démocratique du Congo sans autorisation, sans accréditation, sans visa, pour donner la parole à un chef terroriste et en faire la publicité? Madame, nous disons non. Donc il risque la peine de mort pour cela? De ce point de vue, non. Écoutez, j'en arrive. Je plante le contexte. Alors, le ministre de la Justice, parce que justement, les journalistes ou certains acteurs peuvent être considérés comme des vecteurs par lesquels passe la manipulation, c'était plus une interpellation.
il faut bien considérer que la peine de mort, c'est les derniers échelons. Et le président de la République, dans sa rencontre avec les différents ambassadeurs, il a bien précisé dans quel cadre nous avons prévu de recourir à la peine de mort, parce que nous connaissons par exemple de cas de trahison et des cas de terrorisme au front. Et il y a un besoin pour nous d'être sûr que nous avons pris les dispositions. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'interview parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Un mot sur la réforme de la Constitution, idée avancée par le président Tshisekedi. Que répondre à ceux qui craignent une volonté du président de rester au pouvoir? Écoutez, le président de la République, il y a à peine 2 jours, venait de finir sa première année des 5 ans de son mandat. Le président de la République a été élu à plus de 70%. Donc il a la légitimité nécessaire pour entamer. Ici, c'est des discussions. Parce que, regardez, nous avons des binationaux qui ont besoin aujourd'hui d'avoir la nationalité congolaise. Nous avons des problèmes, des fonctionnements, notamment de nos provinces, parce que la cohabitation est parfois difficile. Il y a des vrais problèmes pour lesquels nous devons faire de réformes institutionnelles. Aujourd'hui, regardez tous les hommes politiques congolais. Donc pas de troisième mandat en vue, par exemple. Tous les hommes politiques congolais peuvent vous dire que nous tous, à un moment donné, nous avons dit que cette constitution, nous pouvions la retoucher, y compris par exemple pour restaurer les deuxièmes tours à l'élection présidentielle. Ce n'est qu'une illustration. Et donc ici, il ne faut pas préjuger dès la fin des débats qui sera conduit par des experts qui pourront, à la fin de la discussion au niveau de la commission, faire des propositions. Et c'est un processus qui se fera de manière transparente parce que la Constitution, madame, est une affaire des citoyens. C'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire de tous les Congolais, majorité comme opposition comprise. Monsieur le ministre, vous êtes à Paris pour le forum Invest in DRC. On notera l'anglicisme, donc je vais traduire, investir en RDC 2025. Comment attirer les investisseurs dans un pays en guerre ? Écoutez, d'abord, la guerre que nous connaissons dans l'Est, elle est faite de manière délibérée, parce que regardez, dans la province du Nord Kivu, nous avons des gorilles qui font une véritable attraction. Il y en a plus en RDC qu'il y en a en Rwanda. On veut s'assurer que la partie Est de la RDC demeure en état de guerre parce que il y a une économie dont on profite de l'autre côté. Mais madame, moi j'ai envie de vous dire qu'au-delà justement de ce qui apparaît, de ce qui intéresse aux premiers abords les médias et les ONG, il y a des vrais success stories en République démocratique du Congo. Nous avons des jeunes résilients, nous avons des entreprises qui sont prospères. Si vous regardez dans les secteurs de mines notamment, n'oubliez pas que nous sommes un pays solution et qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo produit les 70% du cobalt mondial. Nous sommes en période de transition énergétique et donc ici, investir en République démocratique du Congo, parce que c'est la destination. Aujourd'hui, le président de la République à Davos a lancé cet ambitieux projet qu'on appelle Couloir vers Kivu-Kinshasa. On a réservé plus de 500 millions d'hectares pour nous assurer que nous contribuons à la fois à protéger l'humanité, mais aussi à créer des dynamiques, des développements qui permettent à nos populations d'avancer. Et donc, venir investir en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est pas seulement aider à régler les problèmes de Congolais, mais c'est aussi aider à régler les problèmes du monde. Et dans ces cadres, Tony Parker a été un bon allié pour nous. Tout à fait. Dans le cadre de ce qui a été fait dans les images. Patrick Muyaya, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication de la RDC et porte-parole du gouvernement congolais. C'est moi qui vous remercie.